Pour situer mon propos, je dirais donc que vous avez commencé à le comprendre que c'est celui à la fois d'un sociologue, mais aussi d'un formateur, d'enseignants et de professeurs des écoles, plus particulièrement, et de responsables de formation, ce qui m'amène aussi à essayer d'avoir une réflexion un peu prospective sur les évolutions de cette formation. Donc j'ai conçu mon propos à la fois en 3 temps. Un premier temps qui va viser à livrer quelques indicateurs sur les spécificités, sur la spécificité des conditions d'entrée dans le métier de professeur des écoles. On verra qu'il y a des aspects qui sont tout à fait homologues avec les épreuves qu'a relevé Anne, mais aussi des aspects spécifiques. De quels indicateurs on dispose, sans épiloguer sur les chiffres, mais bon, on va voir quelques tendances. Dans un deuxième temps, j'essaierai de proposer quelques éléments d'analyse de ces conditions et de leurs effets. Pardon. De ces conditions et de leurs effets. Au vu d'un travail d'enquête que je mène, alors je tiens vraiment à les associer avec Sylvain Brocolicki et Christophe Joignot, qui ne pouvaient être présents aujourd'hui, mais un gros travail d'enquête que je préciserai. Et enfin, dans un troisième temps, j'essaierai d'esquisser un petit peu, de dégager des enseignements, de dégager la portée de ces analyses pour la réflexion sur la formation des enseignants, du premier degré en particulier, mais aussi pour la conception de politique éducative et pour le pilotage de la réforme, pour le pilotage des réformes de la formation des enseignants. Bon. Alors, ce que je voulais dire aussi un petit peu, c'est que pour les raisons que je viens d'évoquer, à la fois rôle de formateur, de responsable de formation et de sociologue, je m'inscris pleinement aussi dans la perspective qu'Anne a décrite, qui est celui d'un outillage sociologique des professionnels de l'enseignement que nous sommes, mais aussi des futurs enseignants que vous êtes, d'un outillage sociologique pour comprendre les contextes d'ensemble dans lesquels on est pris et que l'on a tendance à vivre trop souvent sur le mode individuel et sur un mode parfois culpabilisant de ce point de vue-là. Alors, les indicateurs que je vais déployer, je suis désolé, j'ai un petit problème de... Et tout de suite. Les indicateurs que je vais déployer peuvent avoir un effet un petit peu désenchantant, c'est-à-dire que le tableau peut paraître parfois un petit peu, voire même démoralisant, mais le propos ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon intervention pour une approche relationnelle des conditions d'entrée dans le métier de PE et de leurs effets. L'idée, c'est là que c'est un plaidoyer, c'est-à-dire que ce que je vais vous livrer aussi, c'est des convictions sur des leviers d'amélioration, des possibilités d'évolution des situations dans lesquelles nous sommes pris. Bon. Et je dis ça aussi parce que je tiens à insister sur la modestie du propos, parce que il est toujours plus facile, comme dirait Philippe Pernoud, il est toujours plus facile de recenser les façons éprouvées de faire échouer une réforme scolaire, toujours plus facile de recenser les façons que de dégager des solutions imparables et applicables immédiatement, d'où la nécessité d'une certaine modestie. Donc, mon premier point, comme je disais, porte sur les indicateurs ou des éléments de caractérisation sur la condition spécifique des PE au moment de l'entrée dans le métier. Alors, ces conditions, elles sont marquées, j'ai envie de dire, par un hiatus, par un divorce croissant, au moins depuis 1989, pour s'en tenir à l'histoire récente, un hiatus, donc un divorce, entre des prescriptions officielles toujours plus ambitieuses, sur le papier, et des conditions de travail réelles, censées aider à la réalisation de ces prescriptions. Alors on observe d'un côté, du côté des prescriptions, effectivement, la réaffirmation de l'objectif de réussite de tous, la réaffirmation continue de cet objectif de réussite de tous, ce tous comprenant depuis 2005 aussi les élèves en situation de handicap, depuis la loi sur l'inclusion scolaire. Donc, ces prescriptions et aussi l'instauration de dispositifs
de plus en plus contraignants, de dispositifs d'évaluation, d'évaluation nationale, de protocoles d'action contractuelle et de partenariat, etc. Bon, on rejoindrait des choses que Anne a montrées aussi pour le second degré, en termes d'élargissement de la palette des missions des enseignants, de complexification du métier. Okay. Tandis que de l'autre côté, du côté conditions de travail réelles, eh bien, au fond, se multiplient les relevés de tendances contraires aux évolutions prescrites, aux évolutions attendues dans les objectifs officiels réaffirmés de réforme en réforme. Et qu'est-ce que j'entends par relevé de tendances contraires? Notamment en termes d'acquisition des élèves. C'est-à-dire que, au fond, on pourrait dire de manière un peu provocante que depuis que la réussite de tous est devenue un véritable leitmotiv des réformes scolaires, au fond, les relevés de niveau d'acquisition faibles, voire très faibles, hormis chez les élèves les plus dotés en ressources scolaires, du point de vue familial, ces relevés s'accroissent. Avec, je renvoie, mais je n'ai pas le temps de le faire ici, parce que c'est un aspect très bien documenté, mais l'ensemble des enquêtes aussi internationales qui montrent un petit peu la situation de ce point de vue-là. Alors, ces relevés, ils vont de pair aussi avec un sentiment, pour ne pas dire un ressentiment, majoritairement nourri par les enseignants à l'égard d'une institution, la leur, dont ils estiment qu'elle les contrôle bien plus qu'elle ne leur donne les moyens de réussir ce qu'elle leur demande. Pour dire un petit peu les choses, là aussi, de manière un petit peu brutale. Sentiment qui a d'ailleurs été largement relayé ces 10 dernières années par un ensemble de rapports officiels, aussi bien d'inspection générale que de rapports divers et variés, qui pointent le déficit objectif, le déficit réel de ressources, et aussi, de manière assez chronique, des erreurs stratégiques de pilotage des réformes qui sont mises en place et qui expliquent pour bonne part le fait que les progrès attendus n'adviennent pas. Alors, cette dynamique, j'ai envie de dire qu'elle revêt une acuité particulière dans le premier degré, et après ce préambule, je vais maintenant rapidement donner quelques éléments qui colorent la situation particulière du premier degré. Alors, il faut bien dire qu'il existe assez peu d'enquêtes interdegrés qui permettent des comparaisons véritablement systématiques et fiables. Mais celles qui existent révèlent une montée assez rapide et prononcée des niveaux d'insatisfaction dans les rangs des professeurs des écoles. Il y en a somme dans de grandes enquêtes. Jusqu'à une époque, jusqu'à il y a une dizaine d'années, le ministère publiait assez régulièrement, au fond, des enquêtes sur le niveau de satisfaction des enseignants. Et je crois qu'on peut prendre comme indice un petit peu du fait que ces niveaux d'insatisfaction soient croissants, le fait que ces enquêtes ne soient plus produites par le ministère. Alors elles sont relayées par des grandes enquêtes sur des échantillons qui sont importants, mais qui sont des enquêtes syndicales, qui donc peuvent paraître biaisées de ce point de vue-là. Mais ceci dit, je pense que quand on prend un petit peu l'ensemble de la situation, on a le sentiment que, effectivement, ces niveaux d'insatisfaction professionnelle non seulement croissent, mais s'accélèrent. Alors, la différence entre second et premier degré, c'est que là où le comportement des élèves et la relation avec les élèves constituent une source, sinon la source majeure de difficultés des enseignants du second degré, dans le premier degré, c'est principalement la complexification de leur mission et le sentiment d'incohérence de la politique menée dans leur secteur qui leur semble contre-productive. C'est principalement ce double sentiment qui semble accabler le plus les professeurs des écoles. C'est ce qui ressort vraiment des sondages d'opinion sur ce point. Alors, ça peut paraître d'autant plus inquiétant que là où les différences liées à l'ancienneté, dans les enquêtes précédentes,
pouvait laisser espérer que les évolutions avec le renouvellement des générations allaient être positives, étaient favorables, les enquêtes récentes montrent que le phénomène d'usure ou de déception précoce chez les professeurs des écoles l'emporte sur cet espoir de renouvellement. Alors, je ne nous encombre pas ici avec les chiffres, mais on a vraiment des indices de satisfaction. Au fond, dans les enquêtes de satisfaction, le moment où les professeurs des écoles se disent satisfaits d'exercer le métier qu'ils exercent est le plus fort, c'est le moment de la première année, après la passation du concours. Ensuite, les choses chutent assez rapidement pour tomber à 30... on est à 70% de satisfaits la première année. On tombe à 35% au bout de 10 ans, et ensuite, les choses ne font que s'amenuiser. Bon. Avec une accélération du phénomène au cours des 5 dernières années. Bon. Alors, j'ai envie de dire, face à ce constat, je vous avais dit, constat, dans un premier temps, désenchantant, mais propos qui n'est pas désenchanté, et l'idée, encore une fois, est là plutôt de prendre la mesure collectivement d'une situation pour que nous ne soyons pas chacun renvoyés, j'ai envie de dire, seul à seul face aux difficultés, aux épreuves que l'on traverse, mais plutôt pour, encore une fois, se donner des outils pour se réapproprier cette situation et se donner des prises. On y reviendra dans la dernière partie de mon propos là-dessus. Alors j'ai envie de dire que face à un tel constat, la réforme de 2009, dans un premier temps, a constitué une réponse pour le moins paradoxale, c'est-à-dire que face à de tels niveaux d'épreuves, mettre des fonctionnaires stagiaires directement en classe à plein temps sans formation professionnelle préalable réelle, pouvait sembler un paradoxe, mais la réforme de 2013 n'a, semble-t-il, pas non plus permis d'enrayer ce phénomène de divorce entre des prescriptions toujours plus ambitieuses et les réalités de travail réelles et leurs effets. Je fais une petite aparté pour dire que la réforme de 2013, semble-t-il, comme souvent, n'a manifestement pas anticipé toutes les conséquences organisationnelles des décisions qui étaient prises pour le premier degré. Et ça, je crois que c'est aussi une observation qu'on peut faire assez généralement, c'est que être en mi-temps en classe dans le premier et le second degré, ça renvoie pas aux mêmes amplitudes horaires, ça renvoie pas aux mêmes conséquences organisationnelles, ça renvoie à partager sa classe avec un binôme, ça renvoie à une relation directe avec les parents d'élèves au quotidien, pendant son terrain de stagiairisation, etc. Et que là, on a là des réalités qui ont peut-être été insuffisamment prises en compte et qui pèsent et qui, à mon sens, viennent expliquer pour partie la coloration spécifique des niveaux de satisfaction professionnelle des professeurs des écoles. Alors, de manière générale, la réforme de 2013 elle met les fonctionnaires stagiaires, quels qu'ils soient, second ou premier degré, dans une situation de télescopage un petit peu, entre les urgences de la prise de fonction et du fait d'avoir assumé en responsabilité, fût-ce à mi-temps, une classe dans le premier degré, des classes dans le second degré, couplées à des exigences de diplomation, de master, qui constitue là aussi une véritable épreuve en un sens tout à fait usuel, là, ni boltanskien ni martucellien, mais de véritables épreuves qui dans le premier degré sont là aussi colorées par le fait que il y a énormément d'évaluations dans les masters MEF premier degré du fait de la polyvalence, et donc énormément d'évaluations dans chaque discipline constitutive de la polyvalence. Et épreuve des évaluations qui se couple aussi avec l'épreuve de l'évaluation aussi liée à la titularisation. Et ça, on y reviendra parce que, pour autant, ça ne veut pas dire que dans les SP n'aient pas été menées des expérimentations, n'ait pas été mené un travail de réflexion pour voir comment réfléchir un petit peu sur la manière d'atténuer ces épreuves
et d'accompagner plus finement les enseignants, les professeurs des écoles en particulier. Bon, j'en termine un petit peu avec ces aspects spécifiques à la situation du premier degré. Je disais, il y a aussi à prendre en compte, dans la situation du premier degré, j'ai envie de dire, des charges d'enseignement, aussi des volumes horaires qui sont sans commune mesure, non seulement avec celles du second degré, mais qui sont aussi parmi les plus élevés d'Europe. C'est-à-dire en moyenne 900 heures, les professeurs des écoles en présence face à élèves dans le premier degré, contre en général une moyenne de 800 heures dans les pays de l'OCDE. Bon, bref, je pense qu'on a suffisamment de chiffres pour avoir un petit peu les indications là-dessus, un petit peu de la situation et des conditions objectives. Dernier élément qui vient colorer aussi, je crois, la situation des professeurs des écoles et dont nous devons tenir compte, c'est la position particulière aussi des tuteurs terrain qui sont chargés de l'accompagnement, côté employeur, des jeunes professeurs des écoles stagiaires. Là où dans le second degré, le tuteur terrain est un collègue en poste dans l'établissement, et avec une relation donc, de travail particulière, et une relation de travail qui peut, le cas échéant, être quotidienne. La relation avec le tuteur terrain, qui est un CPC, un conseiller pédagogique de circonscription, dans le premier degré, implique là aussi une situation qui est particulière et qui a été pointée d'ailleurs dans un rapport d'inspection générale dernièrement comme une spécificité qui, de fait, exposait les jeunes professeurs des écoles à un niveau de pression hiérarchique qui était à prendre en compte dans l'accompagnement, au moins côté SP. Alors, pour terminer là-dessus, vraiment, je pense qu'on a là un faisceau d'indices. Je ne dis pas qu'ils expliquent le tout, mais on a là un faisceau d'indices qui peuvent peut-être en partie expliquer pourquoi les taux de démission de fonctionnaires stagiaires entre 2012 et 2016, tels qu'ils ont été pointés dans un rapport sénatorial, ont été multipliés par 3 chez les fonctionnaires stagiaires du premier degré, tandis qu'ils étaient multipliés par 2 chez les fonctionnaires stagiaires du second degré. Alors, vous l'aurez compris, que l'idée n'est pas de dire que multiplié par 2, c'est un très bon score, et que le propos n'est pas non plus d'opposer une catégorie de personnel à une autre dans cette présentation, au contraire, mais c'est pour planter un décor à partir duquel essayer de comprendre ce qui se joue, et ensuite voir comment on peut, chacun à notre niveau et selon notre marge de manœuvre dans le système, un petit peu s'approprier la situation. Donc, mon deuxième point donc, va porter maintenant un petit peu sur les résultats de l'enquête, comme je vous le disais, dirigée par Sylvain Brocolicki et Christophe Joignot, que nous menons depuis maintenant 2011, elle avait été débutée en 2011, une enquête ce qu'on appelle multimodale, c'est-à-dire qui conjugue différentes modalités d'enquête, à la fois par questionnaire, en première et en deuxième année, par entretien répété avec les mêmes stagiaires pendant maintenant il y a plusieurs stagiaires qu'on suit depuis 5-6 ans, ce qu'on appelle des suivis longitudinaux, enquête aussi par entretien avec des formateurs et puis par observation, par la force des choses, j'ai envie de dire, par observation participante en tant qu'acteurs nous-mêmes du dispositif de formation des professeurs des écoles. Donc c'est ce travail d'enquête qui permet de donner sens, au fond, de dégager la portée des indicateurs sommaires que j'ai dégagés dans un premier temps. Alors, envie de dire que parmi les difficultés que j'ai évoquées, parmi les indicateurs que j'ai fait ressortir, il y a de nombreuses difficultés qui, d'une certaine façon, je parle aussi là sous le contrôle d'un historien, mais qui sont aussi vieilles que l'alternance, que j'ai envie de dire, que les formations d'alternance. C'est-à-dire que la question du télescopage entre les aspects professionnels et les aspects plus universitaires de la formation, des calendriers, etc., c'est pas entièrement une nouveauté. Les débats qui sont relatifs à qu'est-ce que c'est une bonne formation en alternance, quelle est la meilleure façon d'équilibrer les différentes dimensions de la formation, là non plus, ça n'a rien de neuf. Donc encore une fois, il ne s'agit pas là ici d'avoir une posture alarmiste, mais quand même,
ce qui nous a alerté dans notre travail d'enquête, c'est que nos données semblent attester d'une certaine tendance à la chronicisation du choc d'entrée dans le métier. Alors je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus pour expliciter ce que j'entends par là, ce que nous entendons par là. Une certaine tendance donc à la chronicisation du choc d'entrée dans le métier chez les professeurs des écoles en particulier, mais je crois que Anne, c'est une tendance qu'elle relève aussi pour le second degré. Alors chronicisation, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que les difficultés tendent à devenir chroniques. Et on le voit dans les niveaux d'insatisfaction professionnelle, au fond, qui ne se résorbent pas, ou manifestement pas pour tout le monde avec l'ancienneté. Hein, c'est ça l'idée de chronicisation. Mais chronicisation du choc d'entrée dans le métier. Je vais m'arrêter 2 secondes sur cette idée-là. Il y a un ensemble de travaux, et notamment des travaux qui ont fait référence de ce point de vue-là, ceux du Berman, mais qu'on retrouve aussi chez les sociologues interactionnistes. Hein, la fameuse traversée du miroir, au fond, il est assez banal, usuel, et peut-être même normal, de constater qu'à l'entrée dans un métier, quel qu'il soit, dans un métier complexe et dans des métiers du travail sur l'humain, sur autrui, comme le sont ceux des professeurs des écoles et des enseignants en général, il n'est peut-être pas très étonnant de constater que la découverte des réalités du métier puisse constituer un choc, un moment de révision des représentations initiales, qui, par définition, il y a des effets d'âge aussi, sont nécessairement toujours un petit peu faussés, un petit peu idéalisés. Bon, en général, cette idée de choc de réalité à l'entrée dans le métier, c'est quelque chose qui a été intégré par la littérature, hein, sur les débuts dans le métier d'enseignant, mais qui, paradoxalement, il nous semble, nous, vu de nos données, que cette notion, elle vient faire un petit peu écran, elle vient un petit peu masquer la situation objective, parce qu'elle comporte un implicite. Elle comporte un implicite fort, et cet implicite fort, c'est que, d'une certaine façon, avec le temps, les choses s'arrangent nécessairement. Et j'ai envie de dire que, au-delà de la notion de choc de réalité, donc les choses s'arrangeraient nécessairement, en quelque sorte, d'elles-mêmes, au-delà de la notion, hein, qui fait écran, je crois que ce n'est pas que la notion, c'est aussi la situation de formation, la situation d'évaluation, qui fait que, je vais m'expliquer, qui fait que, bien souvent, c'est une réalité qui échappe aux formateurs que nous sommes, parce que, dans la relation que nous avons avec les étudiants, avec les fonctionnaires stagiaires, a fortiori, nous sommes dans une relation de dissymétrie. Nous sommes dans une relation qui, qu'on le veuille ou non, est aussi une relation d'évaluation. Et donc, bien souvent, les fonctionnaires stagiaires nous le disent en entretien, hein, quand on les suit depuis plusieurs années, et qu'une fois qu'ils ont bien compris que le travail d'enquête avec les sociologues que nous sommes est vraiment complètement disjoint de toute logique d'évaluation et de jugement, les entretiens avec les fonctionnaires stagiaires et puis et les néo-enseignants, hein, parce qu'on les a suivis maintenant depuis, comme je disais, 5-6 ans, nous montrent que bien souvent il y a un certain nombre de pratiques ou de discours de façade ou d'adhésion obligée qui tendent à masquer cette réalité chez les fonctionnaires stagiaires qui, parfois, sur le moment de l'évaluation, nous disent un petit peu ce qu'on a envie d'entendre et masquent un certain nombre de difficultés, pour autant qu'elles le soient, hein, parce que parfois, il y a des réalités de classe qui sont tellement difficiles et tellement manifestes que tout ne peut pas être caché. Alors, encore une fois, j'insiste, j'espère que j'aurai suffisamment insisté sur cet aspect-là, l'idée n'est pas de pointer, hein, encore une fois, telle ou telle catégorie d'acteurs, que ce soit les fonctionnaires stagiaires ou les formateurs, j'y reviendrai là-dessus, mais dans un premier temps, d'observer et d'essayer de comprendre. Bon. Alors, je disais, cette idée de chronicisation, hein, du choc d'entrée dans le métier. C'est-à-dire qu'on constate effectivement qu'en tout cas 5 ans après,
Hein, et je vais y revenir. Là, c'est le recul dont on dispose. On va essayer de travailler maintenant au-delà de ces 5 premières années. Mais on constate que 5 ans après, pour de nombreux fonctionnaires stagiaires, enfin ex-fonctionnaires stagiaires que nous avons suivis, eh bien, les choses sont loin de s'être tout le temps arrangées, hein, au sens où on le dit communément, parce que ça dépend très étroitement des contextes plus ou moins habilitants que nos jeunes collègues rencontrent et qu'ils traversent. Et là où l'idée de chronicisation trouve, je crois, une explication plus fine, c'est dans le fait que, justement, compte tenu des conditions actuelles d'affectation, dans le premier degré en particulier, avec l'assèchement du vivier de remplaçants depuis 2007, eh bien, la probabilité de cumuler des difficultés importantes s'accroît au cours des 5 premières années d'enseignement. C'est-à-dire que, concrètement, dans les cas de figure auxquels nous avons été confrontés dans notre travail d'enquête, on a suivi, ça je ne l'ai pas dit, mais au-delà, donc on a plusieurs milliers de questionnaires en première et en deuxième année, et on a suivi maintenant une soixantaine d'abord d'étudiants de M1 qui ont eu le concours, qui sont devenus fonctionnaires stagiaires, etc., et qu'on suit depuis 5-6 ans, eh bien, c'est vrai que ces parcours biographiques, ces biographies professionnelles, ces segments de trajectoire nous montrent que ces néo-enseignants sont bien souvent affectés sur des quotités de poste partielles, dans des situations dans lesquelles, y compris ceux d'entre eux qui étaient que l'institution avait reconnu comme en situation de réussite, et véritablement que l'institution avait plébiscité, eh bien souvent, ces jeunes gens, au bout de 5 ans, ont le sentiment d'avoir régressé au contact des postes auxquels ils étaient confrontés. Bon, donc ça c'est une première chose. D'autre part, il faudrait entendre aussi, les choses s'arrangent avec le temps, c'est implicite, au fond c'est implicite sur lequel repose le pari de formation que l'on a bien souvent en SP, parce qu'en SP, notre sentiment de formateur, c'est que bien souvent on plante des graines qui germeront plus tard, c'est-à-dire que, vu les emplois du temps, vu les volumes horaires qui ont fondu, moi j'entends beaucoup, et on a interviewé des collègues là-dessus, qui se disent, une formation initiale, on n'en a qu'une pour toute la vie. Donc, dans le temps de cette formation initiale, évidemment, il y a des choses qu'on va planter maintenant et les fonctionnaires stagiaires ou les étudiants n'en perçoivent pas nécessairement tout de suite l'utilité, mais ça leur sera utile plus tard, etc. Et c'est quelque chose qu'en toute bonne foi, c'est un discours que moi j'ai aussi beaucoup souvent tenu, mais ces graines, c'est vrai que c'est important de les planter, mais pour qu'elles puissent germer ensuite, il faut un terreau qui soit suffisamment favorable, si vous me permettez l'expression agricole. On a eu après la métaphore animalière de tout à l'heure, on a la métaphore agricole, mais il faut effectivement des circonstances professionnelles qui soient, encore une fois, suffisamment habilitantes, parce que autrement, bon an, mal an, oui, les choses s'arrangent, peut-être, entre guillemets, mais alors il faut s'entendre sur ce qu'on entend par « s'arrange ». C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, au prix de quelle transaction identitaire, au prix de quel renoncement subjectif, parfois, parce que ce que l'on a constaté, grâce à notre enquête par questionnaire répété depuis 5 ans, là, auprès des premières années, auprès des étudiants en première année, c'est que globalement, à l'entrée en SP, et avant en IEFM, la quasi-totalité des étudiants qui répondent au questionnaire, en tout cas, vraiment partagent, démontrent, vraiment manifestent une pleine adhésion avec les objectifs, les prescriptions de l'institution, les valeurs, au fond, qui sont les nôtres, les valeurs éducatives, les valeurs de lutte contre les inégalités sociales, les valeurs d'engagement professionnel au service de ces objectifs. Donc ça, on ne peut pas dire qu'il y a, de ce point de vue-là, un problème de sensibilisation. Les jeunes gens auxquels nous avons affaire sont très sensibilisés, en tout cas déclarent l'être.
dans les questionnaires, et on le sent aussi en entretien. Et puis, j'ai parlé d'entretien, mais il y a aussi des observations répétées. Les suivis longitudinaux dont je vous parle étaient couplés aussi à des observations régulières chaque année dans les classes, avec les gens que nous interviewions par ailleurs. Et bien, ce sont justement ces convictions, ces valeurs, cette grande adhésion qui tend à s'éroder, à s'émousser au contact des situations professionnelles qui s'échelonnent là sur les 5 années qu'on a observées. Donc, s'arrange en quel sens? Au prix de quel renoncement subjectif, parfois personnel, très coûteux, et au risque aussi de quel mécanisme de préservation de soi. Alors je vais m'expliquer ce que j'entends par là, c'est parce que quand on est face à des situations comme ça, où on est quelque part confronté à la situation d'avoir à renoncer à des valeurs auxquelles on croyait foncièrement, auxquelles on adhérait énormément, eh bien, il y a des mécanismes psychologiques de préservation de soi qui sont absolument nécessaires face aux doses de culpabilité auxquelles ça peut correspondre. Et ces mécanismes de préservation de soi, ça nous a à la fois étonnés et pas tant étonné que ça, mais enfin, ça nous a marqué dans l'enquête, c'est que ces mécanismes de préservation de soi, ils débouchent parfois sur des formes d'essentialisation des difficultés des élèves, là aussi je vais m'expliquer, qui sont très prononcées, y compris chez des fonctionnaires stagiaires qu'on avait vus la première année être vraiment très soucieux de la différenciation et démontrer des marques déjà de, j'ai pas peur de dire le mot, de grande expertise, de virtuosité dans la gestion de classes multiniveaux, etc. Les mêmes fonctionnaires stagiaires, 5 ans plus tard, tenir des propos sur les élèves qui relevaient de propos, avec des élèves comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin bon, je vais pas tirer des expressions volontairement provocatrices là-dessus, mais effectivement des propos parfois très durs sur les élèves, chez des fonctionnaires stagiaires, enfin des néo-enseignants, des anciens fonctionnaires stagiaires, qui n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit au départ. Vraiment, pour vous montrer qu'on est là face à des phénomènes qui sont induits par des logiques qui dépassent les bonnes volontés individuelles, qui dépassent la sensibilisation de tout un chacun, ou qui dépassent, j'ai envie de dire, l'engagement de tout un chacun. On est dans des processus qu'il faut analyser parce qu'ils sont systémiques, et j'y reviendrai. Bon. Alors, pour terminer sur cette partie analyse et avant d'engager sur les prolongements, justement, en termes de réflexion sur l'évolution des formations et sur le pilotage des formations, je dirais que l'évolution type des positionnements professionnels que l'on a rencontrés dans nos parcours de débutants. Alors, on a un ouvrage donc co-dirigé avec Sylvain Broccoli, Christophe Joignot et moi-même qui devrait sortir, j'espère, au premier semestre 2018, qu'on a appelé le parcours du débutant, qui est vraiment sur cette question-là, sur les enquêtes sur les premières années d'enseignement à l'école primaire, et l'évolution type qui ressort de cet ouvrage collectif. Il peut être schématisé, ainsi, en deux grands temps. Dans un premier temps, je l'ai dit, donc je vais très vite, ce sont les discours et idéaux officiels de l'institution, mais discours et idéaux officiels qui sont relayés aussi en formation, et moi le premier, encore une fois, qui pèsent le plus sur les positionnements des étudiants et des fonctionnaires stagiaires. Et ces idéaux, on a le sentiment qu'ils viennent conforter les parcours antérieurs, parce qu'on ne se destine pas au métier d'enseignant. Le projet de devenir enseignant est bien souvent lié à des parcours individuels, mais aussi à des parcours sociaux, qui font que ce n'est pas un hasard s'il y a cette grande adhésion aux valeurs éducatives et aux valeurs de l'institution. Bon. Et d'ailleurs, un exemple qui nous a paru assez significatif, c'est que les étudiants que nous questionnons là-dessus en première année se disent assez souvent choqués
de certaines pratiques usuelles de professeurs des écoles de terrain qu'ils observent en classe. Donc au cours de la première année, ils se disent assez choqués par des pratiques qu'ils jugent occupationnelles, par des pratiques finalement qu'ils jugent par des attitudes qu'ils jugent démissionnaires face aux difficultés des élèves. Donc là, vraiment un indice d'adhésion et l'espoir, un indice que ces jeunes enseignants, enfin ces jeunes futurs enseignants, pardon, ont vraiment l'espoir de faire mieux que leurs aînés, de ce point de vue-là. Ok ? Dans un deuxième temps, je dis je suis très schématique, dans un deuxième temps, c'est-à-dire après les premières années de prise de fonction, à partir du courant de l'année de fonctionnaire stagiaire, il nous semble, mais là on a besoin d'affiner un peu nos résultats statistiques, mais on observe un premier décrochage au cours de l'année de fonctionnaires stagiaires, en particulier chez les fonctionnaires stagiaires qui en même temps ont le M2 à valider. C'est-à-dire que ce sont eux qui finalement condensent, c'est l'hypothèse que l'on fait pour l'instant, mais condensent en fait le télescopage entre exigence de diplomation et exigence de prise en main de la classe en responsabilité. On observe une première rupture de croyance qui s'opère assez rapidement, à la fois à cause de la difficulté de l'exposition à des responsabilités qui manifestement sont en partie prématurées, ou en tout cas dont le dosage est trop important, puis à des postes précaires, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, postes précaires qui, dans l'état actuel du système de recrutement, sont désertés par les collègues qui ont le plus d'ancienneté et les plus capés, et là encore une fois, l'idée n'est pas de pointer une catégorie de personnel. Bon. Et rupture de croyance qui s'opère aussi, deuxième aspect des choses là-dessus, qui s'opère aussi sous l'effet d'une certaine relation de dépendance au contexte dans lesquels on est pris quand on débute. C'est-à-dire que, évidemment, les pratiques que l'on met soi-même en œuvre, elles sont très dépendantes des pratiques usuelles dans l'école. Elles sont très perméables. Aussi pour des raisons fonctionnelles, c'est-à-dire que l'année de fonctionnaire stagiaire, ça on l'observe aussi avec la situation de binôme du fonctionnaire stagiaire. Certains fonctionnaires stagiaires nous disent être pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire d'un côté on nous demande de renouveler les pratiques, d'être dans des pédagogies innovantes. Mon binôme ne l'entend pas du tout de cette façon-là et me dit que c'est illusoire et que c'est pas ça le vrai métier. Je caricature à outrance, et en même temps on me demande de renouveler les pratiques, mais de ne pas faire de vagues avec mon binôme. Vous voyez, donc des situations un petit peu comme ça, systémiques, qui posent question et qui accompagnent un petit peu là les dilemmes, les épreuves auxquelles sont confrontés les professeurs des écoles de ce point de vue-là. Alors, c'est à ce moment-là, j'en termine avec cet aspect-là, c'est à ce moment-là que certains néo-professeurs des écoles en viennent plus ou moins rapidement, selon leur disposition initiale, selon leur expérience, parfois, parce que parfois certains ont un bagage d'animateur, ont une connaissance intime déjà du système d'enseignement, etc., et ont des ressources spécifiques qui leur permettent de jongler un peu plus facilement avec ces dilemmes, à se positionner dans ces dilemmes sans prendre la charge pour eux. Enfin bon, il y a quand même des variantes, à ce niveau-là, mais c'est à ce moment-là que certains néo-enseignants en viennent à réviser à la baisse leurs ambitions et à trouver des accommodements que pourtant ils réprouvaient ostensiblement au départ. Et là, quand je me permets de dire ça, c'est parce qu'on l'a observé, encore une fois, dans plusieurs trajectoires individuelles de gens qui ne tiennent plus du tout le même discours 5 ans après les premiers entretiens. Bon. OK. Alors, pour terminer là-dessus, et pour ouvrir et conclure, nos suivis portent sur 5 ans. Notre projet actuellement, c'est d'étendre maintenant les observations, parce que 5 ans, en même temps, ça reste le début de carrière. Ça nous intéresserait beaucoup de justement mettre l'accent non seulement sur des contre-cas,
hein, parce que l'idée, ça ne veut pas dire que tout le monde est irrémédiablement malheureux d'être professeur des écoles, ne trouve aucune prise pour exercer son métier d'une manière satisfaisante, etc. Mais donc, on va orienter notre travail pour essayer d'identifier quelles sont les conditions qui permettent des développements professionnels beaucoup plus fructueux que la tendance qu'on a dégagée. Quelles sont les conditions, j'ai envie de dire, en termes de contexte d'enseignement, en termes de trajectoire initiale et aussi en termes de formation. Hein, c'est vraiment l'aspect pour voir aussi à plus long terme. Et donc là, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'au fond, il n'y a pas d'enquête. Il faut imaginer que pour pouvoir avoir des résultats de cette ampleur sur des années et des années, ça suppose un travail d'équipe avec quand même pas mal de chercheurs qui acceptent de travailler sur le même sujet ensemble et dans la durée. Donc nécessairement, toutes ces enquêtes ont leurs limites. Hein. Bien. Bon, je propose de ne pas aller plus loin dans l'état des lieux hein, pour garder du temps pour conclure sur les enseignements potentiels de cette recherche, comme je vous le disais, en termes de conception de la formation et de pilotage des formations. Bien. Alors, je le disais, donc j'aborde mon troisième point, hein, à la fois en guise d'ouverture et de conclusion. Comme je le disais tout à l'heure, ces observations, elles ne sont pas en soi complètement neuves. C'est-à-dire qu'il y a des travaux précédents, je pense notamment aux travaux de Roland Guagou et aux travaux de Guagou et d'Aguzon, qui dans un article hein, s'appelait « Apprendre à faire classe », travaux qui pointaient une certaine tendance des fonctionnaires stagiaires à ce qu'ils appelaient redéfinir la tâche, à redéfinir une tâche trop complexe, hein, et à la simplifier. Et à partir de là, c'est à partir de cette situation, cette nécessité, quelque part, de redéfinir la tâche pour la simplifier, c'est à partir de ce phénomène, très connu en ergonomie du travail, hein, c'est des analyses qui relèvent de l'ergonomie du travail et de l'ergonomie du travail enseignant, ben, c'est sur cette contrainte de redéfinition qu'il s'appuyait pour comprendre le fait que bien souvent les fonctionnaires stagiaires se montrent beaucoup plus perméables aux conseils, entre guillemets, pratiques qui leur sont donnés, conférés par des collègues de terrain, des personnes ressources sur le terrain, aux appels à plus de réflexivité, à plus de pertinence disciplinaire, etc., qu'on leur délivre en formation antérieurement à l'IUFM et aux SP, hein, et dans les SP. Bon, ce fameux comment dire, j'ai envie de dire, télescopage entre, finalement, fameux débat entre une formation qui gagnerait à être beaucoup plus pratique et en phase avec les urgences de la préparation de classe et où les outils disciplinaires et intellectuels universitaires qui permettront de se développer tout au long de la vie professionnelle. Donc il y a des travaux qui déjà montraient un petit peu chez les fonctionnaires stagiaires comment les contraintes objectives du poste, quelque part, obliger les fonctionnaires stagiaires à redéfinir la tâche, à la simplifier et à donc se faire d'une certaine façon imperméable à certaines je sais pas comment, je trouve pas le terme là, mais à certaines des préconisations, voilà, qui leur sont délivrées en formation. D'où le grand désarroi de nombreux formateurs IUFM, qui là aussi peut-être ont parfois un deuil de la discipline, de leur discipline à faire, discipline au sens discipline d'enseignement, mais peut-être aussi de la discipline sociologique comme psychologique. Hein, on a l'université de ce point de vue-là. Bon, donc ça, ces observations ne sont pas complètement neuves. Il me semble que, par contre, ce qu'elles apportent, c'est un regard plus socio-institutionnel, c'est-à-dire d'essayer de comprendre vraiment quel est le contexte des réformes, quelles sont leurs conséquences organisationnelles, comment ça crée un système de contraintes particulier et la manière dont les parcours que l'on étudie enregistrent véritablement, enregistre à la fois dans les discours, dans le vécu subjectif des fonctionnaires stagiaires, mais aussi dans les évaluations auxquelles ils sont soumis, etc. Donc c'est un petit peu dans
en ce sens-là que je pense que notre travail avec un regard socio-institutionnel renouvelle un petit peu le regard là, sur cette chronicisation un petit peu du choc d'entrée dans le métier. Et au fond, on va dire qu'au moment de sortir de cette réflexion, ben, c'est surtout la récurrence de ces observations qui va me questionner. Alors cette récurrence, elle a à la fois une histoire de longue durée. Anne, tout à l'heure, tu évoquais le cours de Durkheim, il se trouve que je l'ai relu cet été, là, en 1903, et où je me suis dit, mais effectivement, mais j'aurais envie de dire la même chose à des collègues, là, s'agissant de la réflexion que l'on doit mener, à mon sens, sur la maquette de formation à destination des professeurs des écoles. Vous voyez, le texte de Durkheim de 1903, il est d'une actualité sur la notion de tâches communes, on parle beaucoup de culture commune actuellement. Bon, donc là, on voit bien grande récurrence, on voit bien qu'on est face à des phénomènes qui ne se bougent pas comme ça du jour au lendemain. C'est des phénomènes qui sont structurels, qui sont très ancrés culturellement et qui renvoient vraiment à l'histoire du système d'enseignement français, que ce soit le système d'enseignement universitaire, dans le second degré ou dans le premier degré. Ceci dit, donc, je vous dis, c'est surtout les récurrences qui m'interrogent. Alors, d'un côté, l'aspect un petit peu décourageant de ces récurrences et l'ampleur historique. On s'est dit, bon, si Durkheim en parle depuis 1903, c'est pas avec nos petites conférences au matinal de l'ESP qu'on va faire avancer les choses du jour au lendemain. Mais ceci dit, il me semble quand même que, c'est pour ça que je parlais de plaidoyer, hein, il me semble quand même qu'en faisant avancer la connaissance des mécanismes qui sont à l'œuvre, eh bien, on peut aussi contribuer à identifier des leviers d'amélioration des formations et des politiques éducatives. Alors, comme je vous le disais, l'année de formation en alternance, qui a été rétablie avec les SP, elle a manifestement pas permis de lever tout un ensemble d'éléments de défiance à l'égard de contenus de formation jugés trop théoriques, jugés insuffisamment en phase avec les besoins immédiats des fonctionnaires stagiaires, etc. Et c'est vrai qu'un examen sommaire des maquettes de formation, de l'offre de formation dans les SP, et les nombreuses discussions qu'on a pu avoir avec différents formateurs, cet examen conduit à convaincre, cet examen convainc que ces formations valorisent encore trop souvent des propositions didactiques, des grilles de lecture scientifiques et des référents professionnels qui demandent un temps assez important, un temps long de réappropriation par les étudiants, par les fonctionnaires stagiaires, pour pouvoir vraiment produire des effets. Là où les fonctionnaires stagiaires, les étudiants de manière générale, eux sont confrontés à des logiques d'urgence. Préparer le concours, faire face à la classe la moitié de la semaine pour les PE, et passer le cap de la titularisation. Donc de ce point de vue-là, les maquettes de formation restent encore très fortement liées à des propositions qui demanderaient beaucoup plus de temps que nous n'en possédons nous-mêmes et que les étudiants en possèdent. Pour autant, on constate, et ça j'ai pu en discuter avec des collègues de différents SP, que différentes équipes d'SP ont essayé d'expérimenter et d'explorer ces dernières années des pistes de travail qui visent à faire vivre l'alternance que l'on appelle maintenant, alors c'est assez symptomatique, hein, l'alternance, la formation d'alternance, on l'appelle intégrative. C'est-à-dire que cette formation d'alternance, elle est censée intégrer les différents moments de formation, les différentes dimensions de la formation. Ne pas juxtaposer, vous voyez, pas une alternance juxtaposée,
temps de formation et temps de pratique, mais intégratif, c'est-à-dire que les dispositifs de formation sont censés essayer de faire en sorte que les étudiants, les fonctionnaires stagiaires puissent construire des liens entre ces différents moments et ces différents temps de formation. Alors, effectivement, dans les SP, il y a des choses qui ont été expérimentées de ce point de vue-là. Alors, je parle principalement d'expérimentation que je connais le mieux à l'ESP de Lille, mais notamment à travers des dispositifs d'enseignement et d'évaluation qui cherchent à dépasser les oppositions traditionnelles entre aspects disciplinaires des formations et approche professionnelle des questions de conduite de classe, des questions relatives à la posture et aux gestes de l'enseignant. Bon, j'ai pas le temps ici s'il y a des questions là-dessus, mais on a essayé d'expérimenter des ateliers là-dessus, qui soient des ateliers d'aide à la prise de fonction et où les aspects disciplinaires mis en jeu soient abordés en fonction des demandes des stagiaires, là où ils en sont au moment où ils en sont. On a essayé aussi, cette année, on expérimente, ça a été mis en place cette année, mais on y réfléchit depuis 2-3 ans, là, mais des nouvelles pratiques de tutorat qui, à l'ESP Lille Nord-de-France, tournent complètement le dos à la logique des visites évaluatives. C'est-à-dire que les moments d'observation que les tuteurs SP, auxquels les tuteurs SP procéderont dans les classes des stagiaires, ne donneront pas lieu à la rédaction d'un bulletin de visite, qui était, qu'on le veuille ou non, toujours hanté par le modèle du rapport d'inspection. En tout cas, nous, dans notre travail d'enquête et dans nos entretiens, c'est ce que nous disaient les fonctionnaires stagiaires, et même avec la meilleure volonté du monde. Les visites, y compris des formateurs SP, étaient vécues comme des visites potentiellement d'inspection, en tout cas généraient des niveaux de pression qui s'y apparentaient. Et donc, bon, des pratiques de tutorat, que je n'ai pas le temps de développer, mais qui visent à favoriser la réflexion individuelle et collective des fonctionnaires stagiaires pour favoriser les expériences habilitantes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont sine qua non pour enclencher des dynamiques de développement professionnel satisfaisantes. Autre axe de réflexion, la mise en place d'ateliers de mutualisation du travail de préparation. C'est-à-dire que les fonctionnaires stagiaires nous ont beaucoup dit dans notre enquête, en fait, on est très seuls. On est très seuls, on est beaucoup renvoyé à nous-mêmes, on ne sait pas jusqu'à quel point on doit faire des préparations pour tous les moments d'enseignement, etc. On ne sait pas jusqu'à quel point on a le droit d'utiliser des manuels, comment, pourquoi. Enfin, vous voyez, tout un tas de questions qui assaillent les débutants et où, finalement, ménager dans la maquette de formation des temps où les fonctionnaires stagiaires peuvent mutualiser leurs expériences, les confronter, et toi, comment tu fais, etc. Évidemment avec des encadrants, et notamment avec des maîtres formateurs qu'on mobilise massivement sur ces temps-là, et où donc des ateliers dans lesquels les dilemmes professionnels concrets auxquels sont confrontés les stagiaires puissent être mis en mots, non pas encore une fois pour dégager des recettes, pour dégager la bonne pratique ultime, quelle que soit la situation, mais pour voir comment chacun se débrouille avec tout ça et sortir de l'isolement, de ce point de vue-là. Autre axe d'exploration encore, plus sous l'angle des savoirs pour enseigner. On parle souvent des savoirs à enseigner, donc les aspects disciplinaires et didactiques des disciplines d'enseignement, dans la polyvalence du professeur des écoles. Tous les savoirs qui relèvent des sciences humaines et sociales, comme on le fait aujourd'hui, comme l'a fait Anne avec la sociologie tout à l'heure, sont des savoirs dont Philippe Pernoud avait proposé de les catégoriser comme des savoirs pour enseigner, c'est-à-dire des savoirs qui ne donnent peut-être pas des outils directs pour préparer ma séquence, mais qui quand même me donnent des outils d'analyse pour vraiment penser mon action. En termes de savoir pour enseigner, avec un certain nombre d'enseignants de l'ESP, on a essayé, d'une part,
plutôt qu'avoir des cours de sociologie de l'éducation, de psychologie de l'éducation, enfin, etc., d'avoir des cours avec des entrées disciplinaires bien identifiées comme ça, d'avoir des entrées qui soient beaucoup plus professionnalisées, hein, des thématiques qui soient beaucoup plus professionnalisées. Par exemple, là, avec une affinité plutôt avec les sociologies, rapport au savoir et inégalité d'apprentissage. Là, on peut d'emblée attaquer des questions qui se posent dans la classe, et avec, moi je sais que j'avais expérimenté ça, et c'est pour ça qu'en lisant le livre d'Anne cet été, je été conforté un petit peu dans cette piste-là, de me dire finalement, plutôt que faire cours sur Bourdieu et Passeron, c'est-à-dire je suis sociologue, moi j'ai beaucoup aimé ces textes-là, et j'ai 12 heures, je vais faire cours, 12 heures, j'exagère, sur Bourdieu et Passeron, et attention, les lectures, les contresens qu'on peut en faire, etc. Eh bien, de plutôt se dire, on va aborder ensemble une question qui est au cœur d'une des épreuves qui a été décrite tout à l'heure. Ben, comment peut-on comprendre et comment peut-on prendre en compte le fait que les inégalités scolaires relèvent pour grande part d'inégalités sociales, hein, reposent sur des déterminants sociaux, sans sombrer dans le fatalisme pédagogique. Voilà. Bon, ben là, on a une question qui intéresse le sociologue, qui intéresse l'étudiant et le fonctionnaire stagiaire, et du coup, quand on va les mobiliser Bourdieu sur tel aspect des choses, puis ensuite les travaux de l'AIR, puis les travaux de l'équipe ESCOL qui nous invitent à réfléchir à la conception de la tâche, et qu'est-ce qu'une tâche trop ouverte, qu'est-ce qu'une tâche trop fermée, etc., les effets d'implicite qu'il y a là-dedans, mais on a arrimé les choses à un questionnement professionnel. Alors, encore une fois, le sociologue ne va pas vous donner des clés surtout si lui n'a jamais mis les pieds dans une classe de premier degré ou du second degré, il ne va pas vous donner des clés immédiates pour vraiment faire face à la classe, mais n'empêche que, il me semble qu'à l'ESP, c'est son travail d'essayer de venir ancrer les outils dont il dispose au cœur de vos questionnements, quoi. Donc ça, c'est une piste. Bon, j'achève là-dessus. Pareil pour la formation à la recherche, l'initiation à la recherche, dire qu'on essaye de plus en plus de penser vraiment l'initiation à la recherche, la formation par la recherche, Jean-François en parlait tout à l'heure, comme ayant à articuler un double cahier des charges, c'est-à-dire une recherche, un mémoire de recherche universitaire, certes, avec des ingrédients qui sont incontournables dans toute démarche de recherche, mais à visée professionnelle. Dire qu'on a un double cahier des charges, scientifique et professionnel. Du coup, l'enjeu, c'est plus de vous présenter une méthodologie de la recherche classique et, j'ai envie de dire, irréprochable, pour elle-même, en elle-même, mais de se dire en quoi, finalement, dans le dépassement d'un certain nombre de préjugés, de présupposés initiaux, en quoi dans le fait de s'ancrer dans une littérature scientifique, en quoi, dans le fait de constater, dans les faits, un certain nombre de phénomènes, eh bien, on a là des compétences qui sont transférables en tant qu'enseignant. Parce qu'en tant qu'enseignant, avoir dépassé ses préjugés sur le fait que, après avoir lu Anne, le fait que non, les élèves qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui travaillent le plus, en dépassant ce préjugé, on porte peut-être un autre regard sur les élèves en difficulté. En allant lire, on va peut-être pouvoir élaborer un regard beaucoup plus fin, construire des hypothèses beaucoup plus fines, et ensuite en constater des effets dans la classe, parce que si on observe tout en tant que professionnel dans sa classe, eh bien, dans un premier temps, on n'observe rien. On voit les choses de manière très globale et on n'arrive pas à pointer des facteurs plus particuliers qui sont en jeu. J'arrête là-dessus sur les aspects réflexion sur les dispositifs de formation qui me semblent aller dans le sens d'une meilleure articulation à l'expérience des fonctionnaires stagiaires et des dilemmes auxquels ils sont confrontés. Pour dire qu'on a là autant de voies stimulantes, à mon sens, pour déjouer les pièges, des malentendus réciproques ou du renvoi dos à dos entre ce qui relèverait du théorique et ce qui relèverait du pratique. Alors, ces expérimentations, je veux dire, localement, je n'ai pas la possibilité d'extrapoler, mais localement, elles produisent des effets locaux, en tout cas ponctuellement. Je vois, moi, que dans les cours, ça se passe autrement, et que dès que des formateurs acceptent de troquer un peu une posture de maîtrise de savoir disciplinaire d'un programme de savoir
à transmettre coûte que coûte, même si l'horaire de français qui était de 48 heures est passé à 12 heures, ben oui, mais ça fait partie des prérequis, donc il faut absolument les faire passer dans les 12 heures, là où on en avait qu'à 48. Dès que les collègues acceptent de faire un pas de côté pour véritablement se dire, bon, bah, dans les 12 heures que j'ai, quel choix je fais et en quoi j'articule ça avec là où en sont les stagiaires, je constate des effets positif de ce point de vue-là. Alors en termes d'apprentissage, c'est plus compliqué, Anne l'a rappelé aussi tout à l'heure, hein. Parfois on obtient un climat relationnel apaisé, et ça je pense que ça existe aussi à l'université, hein. Donc c'est pas si simple. J'ai envie de dire aussi que les formateurs sont eux-mêmes pris dans le système qu'on vient de décrire là. Les formateurs sont aussi pris dans des dilemmes systémiques. Comme ceux que je viens d'évoquer, hein, c'est-à-dire comment faire avec le fait que j'ai vu fondre le volume de mes heures d'intervention, comment manquerait dans les préoccupations professionnelles de l'ensemble des fonctionnaires stagiaires que j'ai, sachant qu'un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, ne sont pas fonctionnaires stagiaires, que certains sont en cycle 1 pendant que les autres sont en cycle 3 et que c'est pas du tout ça qu'ils ont envie de voir. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas mettre le doigt sur les formateurs d'ESP qui seraient, par définition, bouchés et qui ne voudraient pas prendre en compte les réalités. Mais je pense qu'à tous les échelons, depuis les enseignants de terrain, hein, qui sont au front, jusqu'aux formateurs d'ESP, en passant par les personnels d'encadrement, à tous les niveaux, on a véritablement là des outils d'analyse, des outils sociologiques qui peuvent être utiles pour justement opérer ce pas de côté, essayer de comprendre le contexte d'ensemble dans lequel on est chacun pris, et comment on peut, à son humble mesure, mais à sa mesure tout de même, investir sa marge de manœuvre pour enrayer un petit peu ces processus de reproduction qui paraissent, comment dire, implacables, tant qu'on les observe globalement, et que, finalement, on les observe par en dessous, c'est-à-dire comme quelque chose que l'on subit. Je ne sais pas au niveau du temps, Jean-François. Bon, je vais donc dire 2 mots pour conclure là-dessus. Juste 2 mots, parce que je vous avais dit une vision qui peut paraître désenchantante par certains aspects, mais qui n'est pas désenchantée. L'idée d'un plaidoyer, je ne me suis pas expliqué du tout sur l'idée d'approche relationnelle des conditions d'entrée dans le métier. Je vais le faire très vite. Chez un certain nombre de philosophes, mais de sociologues aussi, on a tendance, et dans des traditions sociologiques et philosophiques qui sont très diverses, hein, on a tendance à dire que pour bien comprendre le caractère systémique, le caractère englobant des phénomènes auxquels on est confronté, il faut les penser en relation et non en substance. Alors, je ne vais pas aller très loin là-dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les difficultés, les représentations et les pratiques des enseignants, comme les pratiques des formateurs, comme les pratiques des personnels d'encadrement, que sont les inspecteurs, les chefs d'établissement, etc., elles ne renvoient pas à des représentations intrinsèques des individus. Les formateurs ne sont pas ceci ou cela, les jeunes enseignants ne sont pas par définition démobilisés, ne sont pas par définition infantiles, comme on l'entend parfois souvent, mais c'est vraiment dans un jeu de contexte à différentes échelles que chacun d'entre nous en vient à adopter des solutions de repli, des solutions défensives, des solutions de préservation de soi, dont je parlais tout à l'heure, qui produisent ces effets de démobilisation, ces effets de renvoi, comment dire, des responsabilités sur les élèves qui ne travaillent pas assez ou sur les parents qui sont démissionnaires, les formateurs d'ESP eux-mêmes sur ces fonctionnaires stagiaires qui vraiment sont infantiles, alors que moi j'entends les étudiants sortir de cours en disant mais vraiment on nous prend pour des gamins. Vous voyez, je voudrais terminer là-dessus en disant qu'on a là vraiment des aspects systémiques
sur lesquels il est nécessaire d'adopter un point de vue global pour pouvoir, chacun à notre mesure, mettre un petit peu le bâton dans la roue. Voilà, je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup pour toutes ces analyses, alors qui vous parlent évidemment plus spécifiquement, puisque vous êtes pour la plupart en début de carrière. Alors, juste une brève remarque, c'est tout ce qui a été dit. Alors, c'est vrai qu'il y a une spécificité du premier degré, qui est un service plus lourd, en étant stagiaire, qui est la polyvalence, et qui est quelque part aussi le lien avec l'autorité, qui n'est pas exactement le même. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le premier degré, qu'on peut tout à fait transférer vers le second degré. Donc, je dis rien de plus là-dessus. Je voudrais vous laisser la parole. Alors, qui a des questions, qui a éventuellement des remarques par rapport à... Oui. Bonjour, je suis en alternance intégrative, donc fonctionnaire stagiaire dans le bassin minier, en réseau d'éducation prioritaire, et en diplôme universitaire à Douai. Et je voulais dire, pour une note un peu optimiste, que à Douai, il y a vraiment donc un tutorat qui est organisé avec des entretiens de positionnement et non plus une évaluation un peu stressante comme ça du tuteur SP qu'on a vécu aussi, voilà, dont on a entendu parler l'année dernière, parce que moi j'ai été malade, donc je suis en prolongation de scolarité. Et on mutualise beaucoup entre enseignants ce qu'on fait, et ça fonctionne par atelier et pas, c'est pas descendant en fait. On est acteur de notre formation et c'est vraiment très important parce que ça évite d'être infantilisé et d'être comme ça toujours avec des injonctions qui pèsent sur nous, et moins stressant que les demandes hiérarchiques en circonscription, et plus la peur de l'inspecteur parfois aussi qu'on peut connaître sur le terrain. Voilà. Bien, je vous remercie de cette remontée du terrain, c'est d'une part cette note d'optimisme, parce que c'est vrai que moi, pour les besoins de l'exposé, j'ai un petit peu tordu le bâton dans un sens, et donc d'une part merci pour cette note d'optimisme et cette remontée un petit peu du terrain, parce que c'est vrai que c'est une réforme du tutorat qu'on a discuté depuis 2 ans, qui a d'ailleurs suscité pas mal de débats parmi les formateurs SP, et qu'on a mis en place. Alors, les principes ont été adoptés à l'échelle de l'ESP, c'est-à-dire second degré comme premier degré. Et il y a un texte qui avait été voté au Conseil d'orientation scientifique et pédagogique, dont les grands principes étaient effectivement faire une plus grande place à la réflexion individuelle et collective des stagiaires, de vraiment acter le principe d'étanchéité entre logique d'accompagnement formative et logique de titularisation. Enfin bon, bref, je ne vais pas plus loin là-dessus. Mais ensuite, les modalités de mise en œuvre, le pilotage ne peut pas être le même dans le second et dans le premier degré, parce que pour le premier degré, on a des sites de formation, on a 6 sites de formation avec un responsable pédagogique de site à chaque fois, avec lesquels moi je travaille, et donc voilà. Mais l'idée était vraiment... ce que je voudrais juste ajouter, c'est que cette réflexion, elle a été vraiment consubstantielle au travail de recherche qu'on a mené là. C'est vraiment en entendant les fonctionnaires stagiaires, bon, nous on avait notre petite idée sur la question, mais c'est vraiment en entendant les fonctionnaires stagiaires, en gros, nous dire un petit peu, est-ce que vous ne seriez pas les arroseurs arrosés, je m'explique, en nous disant, vous prônez l'évaluation positive et vous pratiquez l'évaluation couperée, vous prônez le socioconstructivisme de manière descendante, vous voyez, c'est à force d'entendre ces choses-là en entretien qu'on s'est dit, bon, dans les évaluations qu'on pratique dans les différentes unités d'enseignement qui composent la maquette, mais ensuite pour le tutorat, des collègues, enfin des jeunes fonctionnaires stagiaires aussi qui nous disaient, autant on comprend côté employeur que l'employeur ait une responsabilité de recrutement à proprement parler, et qu'il est à s'assurer de notre un terme en vogue en ce moment, il est à s'assurer de notre employabilité, autant on le comprend, mais autant côté SP, on ne comprend pas que vous établissiez des rapports d'inspection, enfin c'est un bon lapsus, des rapports de visite qui soient simplement le constat de tous nos manquements.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que là-dessus, on a eu le sentiment que la balle avait été renvoyée dans notre camp et on a pu mener une réflexion. Mais là, je tiens à rendre hommage non seulement aux responsables pédagogiques de site qui ont bien voulu nous suivre dans cette voie-là, mais aux collègues qui manifestement, sur le site de Douai, mais aussi sur d'autres sites, sont en train de s'emparer de cette réflexion-là. Voilà. Donc merci pour cette note d'optimisme. D'autres demandes de précision, de réaction personnelle? Une dernière. Merci. Moi, je suis professeur des écoles, donc, et je suis ravie d'entendre qu'en formation initiale, il y a de nets changements. Personnellement, sur le terrain, les enseignants débutants qui arrivent, pour l'instant, j'ai pas senti de changement en termes de confiance en eux. Voilà, on va l'appeler avec des mots basiques. Confiance en eux, confiance en l'enfant aussi. Et du coup, ma question, elle est à quand les changements en formation continuent? Parce que franchement, on est encore bien imprégné d'une certaine culture vis-à-vis de notre hiérarchie, vis-à-vis de notre regard sur l'élève. Moi, je travaille en REP+, aussi. Donc, notre regard sur l'élève qui cumule plein de difficultés. Enfin, voilà, c'est... Enfin, même si j'ai un regard très positif sur l'enfant, il n'y a pas de problème. Hein. C'est plus sur l'élève que c'est compliqué, puisque je réponds à une demande institutionnelle. Je vous remercie de cette question aussi qui me permet de dire quelques mots de choses que j'avais squeezées un petit peu dans l'exposé pour des questions de temps. Bon, la question de la formation continue et de sa, je vais dire raréfaction, pour utiliser le terme le plus dosé possible. Dans le premier degré, l'assèchement du vivier de remplaçants fait que très concrètement, la formation continue sur temps de classe, c'est devenu très compliqué. Or là, c'est clair que les néo-enseignants, en particulier, au-delà du fantasme du fait que des jeunes collègues comme ça puissent être employables d'emblée, si vous voulez, le fait qu'il n'y ait pas de formation continue un tant soit peu conséquente, qui puisse permettre un accompagnement, un suivi professionnel de ces stagiaires pose un problème majeur. Parce que là aussi, pour introduire une note d'optimisme, dans nos entretiens, dans nos observations, à chaque fois que des jeunes collègues se retrouvent dans des contextes d'école où ils trouvent un véritable appui, et notamment, je tiens à rendre un petit hommage comme ça au passage aux fameux EMF dormants, comme on les a appelés à un certain moment dans l'académie, hein, c'est-à-dire d'EMF qui avaient été dépossédés de toute mission de formation initiale suite à la réforme de 2009, si vous voulez, et dont nous, on a pu voir dans notre corpus que bien souvent, dans des écoles dans lesquelles ça se passait bien, où des fonctionnaires stagiaires disaient leur satisfaction, leur sentiment de progresser, et où nous, on observait effectivement des dynamiques professionnelles positives, et bien souvent, il y avait un de ces fameux EMF dormants qui mettait à profit le temps qui était libéré pour accompagner ces jeunes gens. Et donc ça renvoie aussi à un concept qui est en vogue à l'heure actuelle d'école comme lieu de formation. Mais c'est un mot d'ordre. Pour l'instant, c'est un mot d'ordre. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu de voir comment les prochaines réformes vont réussir à donner corps un petit peu à ces mots d'ordre. À réfléchir à comment, effectivement, dans les écoles, il peut y avoir des personnes ressources qui puissent accompagner véritablement les fonctionnaires stagiaires, puis les néo-titulaires, au plus près de leurs préoccupations quotidiennes. Ça, je pense que c'est un vrai enjeu. Et je parlais de la position qui est particulière des CPC dans le premier degré. Et de manière plus générale, je pense que ça pose aussi la question, pour employer un autre terme très en vogue, celui d'organisation apprenante. Je pense que l'enjeu aussi, c'est que d'une réforme à l'autre, on apprenne, c'est-à-dire que l'institution ne se contente pas de passer d'un mouvement de balancier à un autre.
Or, j'ai malheureusement le sentiment que, à nouveau, la réforme, elle est en train de s'attaquer par, tout doucement, de remonter sur la réactivation d'un vieux clivage entre les apprentissages fondamentaux d'un côté et de l'autre côté les apprentissages transversaux. Ça ne me dit rien qui vaille de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, comme l'a très bien aussi l'a dit Anne tout à l'heure, il n'y a pas à opposer les termes d'un débat qui est très 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 ancien, mais plutôt de voir comment, de manière technique, on peut retenir du passé des choses qui ont été des avancées d'une réforme à l'autre, et avec les moyens dont on dispose, d'investissement dont on dispose, faire des choix le plus éclairés possible. Bon, c'est dans ce sens-là que, encore une fois, de manière très, très humble, en toute humilité, on espère que notre travail fera réfléchir un petit peu sur la formation des enseignants du premier degré dans le cadre de la prochaine réforme, mais bon, encore une fois, avec... Très bien, parce qu'il n'y a plus de questions. Non, moi, je ferai juste une réflexion avant de vous laisser. C'est que quand on se replace fin 19e, c'est l'historien qui reprend le dessus, il y avait déjà deux arguments qui étaient contre toute formation professionnelle. Vous les avez croisés tous les deux. Il y en a plusieurs, mais surtout deux. C'est l'idée que quelque part, l'enseignement est un don. Donc c'était toujours cette question qui permettait de botter en touche. On aurait des aptitudes à la naissance, pratiquement. On est fait pour l'enseignement. Vous avez bien montré tous les deux que c'est pas vraiment le cas. Bon. Et la deuxième chose, c'était toujours cette fameuse phrase qui était dite par tout un tas d'acteurs, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc de toute façon, c'est pas terrible au départ, et puis à un moment ou à un autre, après, ils s'y mettent. Alors, il y a une part de vrai, bien évidemment, dans tous ces éléments-là, il y a une expérience professionnelle, mais vous voyez le danger de ce type d'argument, et on le voit très bien dans ce sorte de désenchantement, quelque part, 5-6 ans plus tard, quand c'est dans des contextes difficiles et sans soutien réel.